Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale. Je suis aux côtés de Nicolas et nous allons vous accompagner pendant 1 heure pour parler de différents sujets aussi passionnants que fascinants, la naissance de la vie dans l'univers, les exoplanètes ou encore la possibilité d'une vie extraterrestre. Et pour nous éclairer sur ces sujets, nous avons la chance d'avoir pour invités Sylvie Vauclair, Alain Blanchard et Patrice Javel. Comment allez-vous tous les trois ? Bonjour, oui, ça va très bien, merci, très content d'être là. Ben pareil, je suis en pleine forme et je suis ravi d'être à Bordeaux. Alain et Sylvie qui viennent tout droit de Toulouse, donc, qui ont payé cher le prix de l'essence. Et merci de participer à cette émission. On est ravis de vous accueillir tous les trois. Je vais faire un rapide tour de table pour vous présenter. D'abord, Sylvie Vauclair, vous êtes astrophysicienne à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Vous avez également été professeur pendant 40 ans, respectivement à l'Université Paris 7 et à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier. Vous êtes également musicienne, ce qui n'est pas anodin, on y reviendra tout à l'heure. Vos travaux ont été maintes fois récompensés, vous êtes notamment chevalier des Palmes académiques, de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre national du mérite. Vous avez également écrit plusieurs ouvrages, Dialogue avec l'univers, De l'origine de l'univers à l'origine de la vie et bien d'autres. Le dernier en date paru l'an dernier s'intitule La nouvelle symphonie des étoiles, l'humanité face au cosmos. Et j'ai aussi appris qu'un astéroïde porte votre nom. C'est 35233, je ne sais pas si ça se dit comme ça, Sylvie Vauclair. Oui, c'est vrai. C'est un peu l'anecdote un peu sympa. On passe maintenant à Alain Blanchard. Vous êtes astrophysicien, votre domaine d'étude est la cosmologie, notamment le Big Bang. Vous êtes membre senior de l'Institut universitaire de France, de l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, professeur d'astrophysique à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier. Vous intervenez régulièrement au sein de l'association Les Chemins Buissonniers, qui mêle art et science à travers plusieurs conférences de vulgarisation. Vous avez également écrit plusieurs ouvrages dont Histoire et géographie de l'univers ou encore Galaxie et cosmologie avec Patrick Boisé, Françoise Combe et Alain Mazur. Et enfin, Patrice Javel, grâce à qui cette rencontre a pu se faire. Vous êtes ufologue, enquêteur et conférencier autodidacte, ainsi que journaliste scientifique et animateur radio dans le cadre d'émissions scientifiques. Vous tenez notamment un site consacré à l'ufologie, ovni-aquitaine.fr. Vous vous passionnez pour de nombreux autres domaines, parmi lesquels la cosmologie et l'astrophysique, domaines qui vont nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Et justement, pour les profanes comme nous et certains auditeurs, on a employé beaucoup de termes qu'on entend souvent mais dont on ne connaît pas forcément la signification. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur les termes comme cosmologie, astrophysique ou encore planétologie ? Je veux bien commencer par rapport à l'astrophysique comparée à l'astronomie. L'astronomie qui est une des plus anciennes sciences au monde et qui était l'étude des étoiles, du mouvement des étoiles dans le ciel. Et en fait, l'astrophysique, on parle toujours d'astronomie, hein, c'est pas complètement exclu, complètement différent. Mais l'astrophysique est née, alors ça dépend des gens, on date la naissance de l'astrophysique de plusieurs manières, mais enfin ce qui est sûr, c'est que ça concerne la physique des objets célestes. C'est-à-dire par exemple, pour être très schématique, un astronome va regarder comment une étoile se déplace dans le ciel et un astrophysicien va étudier, essayer de comprendre comment l'étoile est faite à l'intérieur, son histoire, son évolution, sa durée de vie, voilà. Donc c'est une branche plus spécifique de l'astrologie du coup. Attention, dites pas astrologie. Astrologie, c'est autre chose. Oh, pardon. L'astronomie, je suis désolé. L'astrologie, bien remarqué, c'est difficile parce qu'on dit c'est bien que tu aies fait l'erreur. On dit bien. Oui, parce qu'on l'a fait souvent, je suis désolé. Non, mais c'est quand même, c'est une question de langage parce que en géologie, vous voyez, quand on parle de géologie, c'est une science, vraiment la géologie, une science d'étude du sol. Bon, c'est une question historique, mais l'astrologie, il y a très très longtemps, quelques milliers d'années avant notre ère, il y avait une confusion complète entre l'astronomie et l'astrologie, c'est-à-dire que l'étude des étoiles, des planètes, était utilisée pour prédire l'avenir et pour les gens. Donc maintenant, c'est évidemment complètement séparé. Donc, il ne faut pas faire cette confusion-là. Mais en revanche, la planétologie, ça c'est quelque chose, c'est l'étude des planètes et l'étude des planètes du système solaire. Mais maintenant, comme on sait qu'il y a des planètes autour d'autres étoiles que le Soleil, ça dévie aussi l'étude générale des planètes comparée. Et la cosmologie, je laisse ça à Alain Blanchard, donc c'est le sujet principal.
Ah oui, la cosmologie, c'est l'étude de l'univers dans son ensemble, dans sa globalité, à la fois dans sa dimension spatiale et puis dans sa dimension temporelle. C'est pour ça que j'avais intitulé l'ouvrage que vous avez mentionné, la Histoire et géographie de l'univers, un peu en référence à ce qu'on apprend à l'école, Histoire et géographie, qui est une matière classique. Ce qu'il y a de spécifique dans la cosmologie, habituellement, j'avais l'habitude, au début de ma carrière, de dire que c'était une des sciences les plus récentes, puisqu'elle a vraiment commencé dans sa version moderne avec Einstein et la théorie de la relativité générale, qui a permis d'avoir un cadre dans lequel on peut parler de l'univers dans son ensemble. Mais j'avais aussi envie de dire, finalement, maintenant, je pense que la réflexion sur l'univers dans son ensemble, c'était déjà une préoccupation de Copernic. Et donc, la description globale de l'univers, elle commence avec Copernic et elle va générer un peu toute la réflexion scientifique. Sylvie. Je ne suis pas tout à fait d'accord. La cosmologie, en ce sens-là, date des anciens Grecs. Date de la période de Platon, Aristote, et puis plus ancien, qu'est-ce qu'il y avait, Pythagore d'abord. Et ce qu'on retrouve chez Copernic existait beaucoup déjà chez les anciens Grecs. Sinon, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Mais... Oui, alors je crois qu'il y a toujours une cosmologie dans toutes les civilisations. Les Grecs l'ont faite de façon plus rationnelle. Mais ce qui m'a semblé, c'est qu'avec Copernic et Galilée derrière, on va commencer à voir ça comme un problème unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une physique au-delà qui serait différente de la physique ici. Ce changement-là qui va générer toute la science moderne quelque part. D'accord. Sylvie et Alain sont d'accord, donc c'est bien. Il faut que les scientifiques discutent. Ils ne sont pas toujours d'accord. Mais ensuite, ça converge. On le voit déjà par votre démarche de venir ici participer à ce genre d'émission pour le grand public. Alain Blanchard, on l'a dit, vous intervenez souvent dans des conférences ayant pour but la vulgarisation de vos différents domaines d'études. Sylvie Vauclair, vous le faites à travers vos ouvrages, Patrice Javel à travers votre site internet. J'aimerais donc vous demander pourquoi est-ce important pour vous de vous adresser au plus grand nombre et pourquoi le public doit être informé de ces différentes questions et thématiques. Alors, si je prends la parole encore une fois, la première, je peux dire d'abord à titre personnel que je n'aurais jamais imaginé faire de la recherche sans la communiquer. Parce que je pense que le travail que nous faisons, d'essayer de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, l'intérêt, c'est pour tout le monde. C'est que l'humanité, en tant que telle, puisse mieux se situer par rapport à tout ce cosmos. Donc c'est absolument indispensable pour moi de communiquer au plus grand nombre les connaissances et l'évolution des connaissances. Et je crois que c'est important, il faut que l'humanité, là j'emploie des grands mots philosophiques, mais il faut que l'humanité en tant que telle prenne conscience, trouve le sens de son existence compte tenu de toutes ces découvertes. Et ça, c'est pas évident du tout, on s'en aperçoit bien en ce moment. Oui, moi je suis aussi tout à fait sur la même ligne, c'est-à-dire que la connaissance, quand on est scientifique, la connaissance c'est quelque chose qui se partage avec le plus grand nombre, donc y compris avec le public. C'est dans la logique. Ce qui n'empêche pas que la recherche doit être indépendante de la société. C'est un autre débat. Il y a les deux aspects. Il y a une espèce de dualité, c'est-à-dire que le chercheur doit être un individu assez indépendant de l'extérieur. Et en même temps, c'est très important de communiquer avec le reste du monde. Ça, c'est très important. C'est très important et je me suis trouvé dans une situation, enfin plusieurs fois, mais en particulier je pense à une situation avec des politiques, des personnes politiques où je faisais une conférence scientifique, mais où il y a des gens et des jeunes qui ont dit « Vous les scientifiques, c'est nous qui devons vous dire ce que vous allez chercher ». Et ça, c'est extrême évidemment. Et c'est vraiment complètement en contradiction avec ce qu'est la recherche scientifique. Donc et ça, avec l'histoire. Et avec l'histoire, et je crois que c'est extrêmement important ce que dit Alain. Et Patrice Javel? Moi, je m'exprime maintenant, après avoir laissé parler les éloges. Voilà. En tant qu'animateur radio,
j'invite des scientifiques, donc je fais de la communication et des médias. Donc j'incite des gens à écouter des émissions pour la vulgarisation scientifique et faire en sorte que justement les gens écoutent ce qu'on n'écoute pas souvent à la télé et qu'on ait l'occasion d'écouter des choses intéressantes sur d'où vient-on, pourquoi on vient de l'univers, parce que souvent les gens ne savent pas que si les étoiles n'existaient pas, la vie n'existerait pas. Donc il y a beaucoup de questions à se poser. Et puis à travers les conférences que je fais pour un petit public, parce que je ne suis pas non plus un scientifique, je suis autodidacte dans le domaine de la science, c'est vrai que je fais des conférences et j'essaye d'apporter des réponses simples à des gens qui se posent les questions de base, de savoir d'où vient-on, ce que c'est que le Big Bang, ce que c'est que l'univers, comment les étoiles fonctionnent. C'est un peu mon rôle à ma manière à travers les émissions radio que je fais, à travers les conférences que je fais. Voilà ce que je pourrais dire. Et d'ailleurs, sans aucun jugement, est-ce que vous trouvez qu'il y a une certaine méconnaissance du public de ces questions ? D'ailleurs, j'en suis la preuve, tout à l'heure, j'ai confondu astronomie, astrologie, parce qu'on se rend compte que c'est des sujets qui passionnent. Et malgré tout, est-ce que vous vous rendez compte que peut-être ça passionne certes, mais les gens, ils ont un peu encore du mal avec ces questions ? Qu'est-ce que vous en dites par rapport à... Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance. C'est pas la faute des gens. C'est parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'apprendre. Et puis quand même, on a des habitudes de vie avec certaines idées préalables. Donc, il faut avoir quand même une ouverture d'esprit pour essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que les jeunes, les enfants, en savent plus que les parents en général. Et c'est un petit peu parce que les enfants se passionnent pour des films de science-fiction et tout ça, mais ils sont très réceptifs à ce qu'est vraiment les connaissances scientifiques autant qu'ils le peuvent. Moi, ça m'arrive souvent dans des conférences d'avoir des parents avec des enfants et les enfants qui posent des questions très, très intéressantes, très pointues, et les parents, waouh, mon fils, ma fille, elle sait des choses comme ça. Voilà. Et voilà. Alors, j'ai un peu perdu le fil en écoutant Sylvie. Rappelez-moi est-ce qu'en gros, il y a une certaine méconnaissance du public sur ces sujets ? Ah oui, alors je pense que c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont intéressés par différents domaines. Et puis, il y a une masse de gens aussi, peut-être, qui n'a pas spontanément le mouvement d'aller vers la connaissance de choses, j'ai envie de dire, qui ne servent à rien. Je pense que c'est un peu la même problématique pour les gens qui sont dans l'art. Il y a de l'art qui se produit et il y a beaucoup de gens pour qui ça n'a ils sont ni pour ni contre, bien au contraire, comme disait quelqu'un. Et je pense que pour la recherche fondamentale, c'est un peu la même situation. On produit une connaissance. Cette connaissance n'a pas, en tous les cas, dans ses buts, une finalité. Et donc, il y a peut-être une grande partie de la population qui n'en voit pas d'intérêt dans cette connaissance. Mais il y a aussi une grande partie de la population qui est passionnée par ce genre de choses. On sent, quand on fait des conférences grand public, qu'il y a vraiment un intérêt. Alors évidemment, c'est le public qui est venu chercher cette connaissance. Donc c'est normal qu'il soit intéressé. Mais ça existe, c'est très fort. Tout à l'heure, vous parliez des enfants. Est-ce que devenir astrophysicien, pour vous deux, c'est réaliser un rêve d'enfant ? Pour moi, oui. Sauf que quand on est enfant, enfin moi j'avais une maman qui s'intéressait au ciel, qui s'intéressait aux étoiles, qui s'intéressait à la mythologie. Donc c'était pas tellement l'aspect scientifique, mais c'est vrai que j'ai un petit peu baigné là-dedans quand j'étais enfant et j'avais une idée un peu de faire quelque chose là-dedans plus tard. Mais le travail professionnel n'a rien à voir avec les rêves d'enfant, rien du tout. Et puis, donc, entre-temps, en ce qui me concerne, il s'est passé bien d'autres choses. Il s'est passé les études scientifiques, parce qu'il faut être scientifique. Et je n'ai pas fait mes études scientifiques pour faire de l'astronomie. Non, j'ai fait des études scientifiques parce que ça m'intéressait. Et puis, quand est venu le moment du choix, il s'est trouvé que j'ai eu l'occasion de faire la recherche dans ce domaine-là, et ça me convenait tout à fait. Voilà, je pense que c'est pas... Enfin, il y a beaucoup d'enfants qui s'intéressent à l'astronomie, mais enfin, c'est tellement différent du métier que c'est pas du tout un passage de l'un à l'autre direct, pas du tout.
Alors, pour ce qui me concerne, c'est effectivement la passion. J'ai découvert ce que c'était que le ciel, d'ailleurs dans un atlas de géographie du Rider Digest. J'ai été fasciné par cette séquence où on voyait la Terre, les systèmes solaires, les étoiles, les galaxies, l'univers. Et ça m'a mis dans la tête de travailler dans ce domaine et ça ne m'a jamais quitté. J'ai poursuivi des études scientifiques parce que j'avais compris que c'était par là qu'il fallait passer. J'étais d'abord astronome amateur, puis après, quand j'ai pu, je suis devenu professionnel en choisissant plutôt la voie mathématique parce que ça va rester entre nous, mais j'étais pas très bon en chimie et j'aimais pas tellement la chimie, donc je suis resté plutôt du côté des mathématiques jusqu'au moment où j'ai pu passer l'équivalent d'un master en astrophysique. Et Patrice? Alors, moi, je crois que tout simplement dans la science, il y a des choses importantes qu'il faut savoir, c'est que la science doit être diffusée d'une façon qui donne envie aux gens, tout simplement, d'écouter quelque chose pour apprendre. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où on donne pas assez envie aux gens et aux enfants d'apprendre quelque chose. Quand on regarde les grands médias, parce que moi je réponds à cette question par rapport à ma position de journaliste scientifique, la médiatisation aujourd'hui est faite de telle manière que on diffuse l'information en impliquant des choses qui sont prédéterminées et qu'on veut prédéterminer pour les gens en leur disant on vous donne cette direction-là et vous ne la quittez pas. Et je crois que c'est une erreur parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut ouvrir la vision des gens en disant on donne la possibilité aux gens de se nourrir de connaissances en diffusant l'information au maximum, en invitant des gens de divers milieux, de diverses cultures dans la science pour pouvoir diffuser la science telle qu'on aimerait la comprendre et la connaître. Voilà, c'est ce que j'ai à dire et c'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui malheureusement. C'est pour ça qu'il est très important en tant qu'homme de médias de préciser que les scientifiques doivent avoir davantage la parole, il doit y avoir davantage d'émissions faites dans ce sens pour que justement on ait la possibilité d'écouter de la vulgarisation, mais très large, parce qu'on est trop concentré sur une vulgarisation qui est très concentrée. Au contraire, on doit l'élargir pour qu'il y ait différentes opinions différentes qui puissent s'exprimer. Et je crois que c'est ce qui est très important. D'ailleurs, les enfants devraient avoir la possibilité d'avoir l'accès à la culture. On devrait davantage les pousser à avoir l'accès à la culture. On a beaucoup de jeux vidéo aujourd'hui. On a beaucoup de jeux télévisuels, on a beaucoup de télévision qui façonnent la société d'une certaine manière en disant ben voilà, on vous propose ça, mais c'est pas de la culture. Et c'est bien dommage, parce que justement les enfants sont justement l'avenir du monde, l'avenir du monde de demain, et on doit leur donner cette possibilité d'avoir accès davantage à une ouverture d'esprit sur la culture. Et en même temps sur la connaissance, donc l'univers aussi en fait partie. Et je pense que dans l'astronomie, il y a beaucoup de choses à apprendre. Quand vous dites aux gens, souvent, le Soleil, c'est quoi? Et que vous avez des gens qui vont, je ne sais pas, c'est une planète. Voilà, c'est ce que j'ai entendu une fois. J'ai dit, pour moi, je ne critique pas parce qu'on n'a pas tous les mêmes degrés de connaissance, mais pour moi, c'est catastrophique. Parce que quand vous dites qu'une étoile, c'est une planète, c'est que vous ne savez même pas d'où vous venez. C'est-à-dire que les gens ne savent pas que s'il n'y avait pas d'étoiles, il n'y aurait pas de planète, il n'y aurait pas d'éléments. Les éléments que nous connaissons, qui sont les éléments de la naissance de la vie, sont dans les étoiles. Et sans étoiles, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de planète, il n'y a rien. Donc les gens ne savent pas un minimum de choses. Et j'aimerais recadrer les choses en disant, essayez d'aller chercher des livres, allez dans une librairie, instruisez-vous, regardez des émissions culturelles et essayez de prendre goût à quitter cette direction qu'on vous donne en disant on vous affiche ça, vous ne faites que ça et vous apprenez que ça. Non, la culture est un outil formidable qu'il faut apprendre à maîtriser, mais qu'il faut aussi apprendre à élargir pour nos enfants et pour l'avenir du monde. Et je crois que c'est très important.
Et justement, vous soulevez une question intéressante, je trouve. Comment vous gérez le fait de vulgariser pour diffuser un peu la connaissance? Comment ça se passe? Ça doit être, parce que je suppose que ça va être un énorme compromis constant avec essayer de faire comprendre, de rendre accessible la chose, tout en essayant de rester précis. Comment vous le gérez? Comment ça se passe? Moi, je pense que ce qui est le principal, le point de départ, le point le plus important, c'est de se mettre à la place des gens. Et ça, il ne s'agit pas d'avoir des grandes théories, d'avoir des connaissances et de dire aux gens, voyez ce qu'on sait, comme c'est magnifique, etc., etc. Voilà ce que je sais. Non, c'est un échange. Et c'est un échange, et il faut vraiment... J'ai envie de dire c'est de l'amour. Je veux dire l'amour pour tout le monde, quoi. Être vraiment au contact des gens. Et je pense que si on est au contact des gens... on trouve les mots pour le dire. Et on n'est pas obligé, je pense que la science, les découvertes scientifiques, l'évolution des connaissances scientifiques, c'est quelque chose qui est bien compréhensible. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est les détails techniques, c'est toutes les questions évidemment très, très, très importantes, mais qui concernent le travail professionnel qu'il y a par derrière. Mais les gens n'ont pas besoin de savoir les détails des calculs, ce qu'on fait, les codes qu'on a sur ordinateur, etc. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. Mais il y a un partage sur la manière dont les choses se passent, la manière dont évolue la science, l'état d'esprit du scientifique, ce qui est la rigueur, la logique scientifique. Ça, on peut le faire passer. Et les gens le comprennent bien. Mais c'est vrai qu'il faut avoir... le bon langage. Et ce bon langage, encore une fois, il peut s'apprendre, mais je crois que c'est du ressenti, plus que de l'apprentissage. On peut dire on va apprendre à vulgariser. On va vous expliquer comment vous allez faire pour vulgariser. Moi, j'ai jamais cru ça, parce que je pense que, encore une fois, vulgariser, c'est déjà être là avec les autres. Ça ne s'apprend pas comme ça. Il y a des choses qui s'apprennent, mais ce contact est la chose principale. Vous parliez d'amour, on peut parler aussi de bienveillance peut-être par rapport à des personnes, tout simplement. On peut parler de bienveillance, mais quand vous parlez de bienveillance, c'est c'est un sens unique. C'est-à-dire on est là et on a de la bienveillance pour les autres. Et pour moi, c'est très important. Moi, quand je fais une conférence, le retour du public est très important. Et j'essaye au maximum, même si c'est moi qui ai des connaissances que les autres n'ont pas, il y a évidemment quelque chose qui passe de l'un à l'autre, mais j'essaye au maximum de ne pas avoir cette attitude d'être une personne qui apporte des choses, mais qui est du retour. Il y a toujours du retour, parce que les questions que les gens posent, souvent qu'ils disent c'est une question naïve, une question bête, mais non, il n'y a pas de question bête. Il y a toujours quelque chose, une interpellation qui vient du public. Donc je crois que la bonne vulgarisation, si on peut dire, c'est le bon contact avec les gens. Et vous, Alain et Patrice? Oui, moi je partage bien l'opinion de Sylvie avec cette idée que, sans doute parce que j'ai un domaine qui est peut-être facile à raconter, mais il me semble qu'on peut expliquer la construction et montrer aux gens qu'il y a un formalisme, on leur fait oublier le formalisme mathématique et on peut leur faire comprendre la construction qui amène aux conclusions auxquelles on arrive. Par exemple, sur les étoiles, d'expliquer que si une étoile était faite de carburant qu'on connaît, elle n'aurait que quelques milliers d'années de vie. Et donc, il faut autre chose que les réactions chimiques pour qu'une étoile puisse exister sur des milliards d'années, comme on le sait. Et donc, c'est les réactions nucléaires. Et ça a été compris lentement. Ça, c'est des choses que je pense qu'on peut transmettre au public et on peut lui faire comprendre qu'il est autant capable que nous de comprendre l'explication. Il n'est évidemment pas armé pour le détailler techniquement, mais ça, c'est presque secondaire, je dirais. Je crois que comme dit Alain et comme dit Sylvie, ce qui est important dans la vulgarisation, c'est pas de faire de la vulgarisation avec des choses compliquées, parce que de toute façon, ça c'est fait pour des gens qui ont déjà un gros niveau. Je crois que c'est important de diffuser la connaissance avec des choses simples pour que tout le monde puisse justement aller vers des choses plus compliquées après, d'où les livres, d'où justement la culture qui est diffusée dans les livres, des livres de vulgarisation.
D'ailleurs, c'est fait pour ça. Et je crois que c'est très important, justement, de déblayer le terrain avant et de dire, voilà, vous comprenez, vous donnez des exemples, par exemple, de l'univers qui s'étire. Vous prenez des exemples en prenant, par exemple, je sais pas moi, un accordéon qui va s'étirer et qui va se rétrécir. Si vous parlez du Big Crunch, je crois que c'est en prenant des exemples simples, en faisant des comparaisons et en expliquant au public, aux enfants, à tous ces gens qui s'intéressent à la science, que vous pouvez arriver à intéresser les gens. Et pas en disant, j'arrive, vous voyez, moi j'ai un doctorat, je suis comme ça, et je montre que la science, en expliquant les choses compliquées, que les gens vont s'y intéresser, ils vont dire tout de suite, ah non, je n'y comprends rien, donc ça ne m'intéresse pas. Je crois que c'est en donnant l'envie aux gens d'apprendre quelque chose avec des choses simples qu'on arrive. Sylvie Vauclair, qui le fait extrêmement bien dans ses livres, c'est extrêmement bien vulgarisé. Alain Blanchard, c'est pareil. Tous les livres que j'ai lus d'Hubert-Reeves, c'est de la vulgarisation, c'est excellent parce que c'est justement de la pédagogie extrême. C'est Étienne Klein, c'est pareil. C'est vraiment de très bons vulgarisateurs et je crois que c'est très important de faire ce travail-là pour donner l'envie aux gens d'aimer la science. Je crois que c'est important. Nicolas, tu avais un truc Oui, c'est cette envie d'aimer la science et notamment l'astronomie, s'intéresser à l'univers, etc. Est-ce que c'est quand même un peu aussi indexé à la conquête spatiale ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup moins. Alors, il y a des milliardaires qui relancent un petit peu le sujet de temps en temps. Mais il y a une époque où c'était pas tous les jours qu'il y avait une avancée, mais en tout cas, c'était des questions qui étaient posées médiatiquement tout le temps, etc. J'ai l'impression qu'il y a eu un tassement depuis quelques années, et ça peut aussi contribuer, ce tassement, je pense, médiatique, à faire en sorte qu'on s'y intéresse un petit peu moins et que les jeunes s'y intéressent un peu moins. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'on s'y intéresse aussi parce qu'il y a une indexation médiatique ou politique de l'univers, enfin de ces questionnements par rapport à l'espace ? Alors oui, mais ça c'est une question extrêmement importante parce que ça conduit aussi à des gros malentendus et à des erreurs. C'est vrai que le fait qu'on envoie des satellites dans l'espace et qui sont à usage d'évolution de l'être humain, comme par exemple pour les communications et tout ça. Donc c'est vrai que ça intéresse beaucoup les gens et c'est vrai que ça amène les gens à considérer l'importance de l'espace. Mais il y a une erreur, enfin c'est pas une erreur, c'est une ambiguïté sur le mot espace. J'ai envie de dire, il y a deux sortes d'espace. Alors c'est très schématique ce que je dis, plus que ça. Mais il y a ce qu'on peut appeler l'espace proche. L'espace proche qui est l'espace de la Station spatiale internationale, l'espace des satellites jusqu'aux satellites de communication, aux satellites qui observent la Terre, aux satellites aussi qui tournent autour de la Terre pour observer le ciel, ça en fait partie. Ça, c'est l'espace proche. Et quand on parle d'astronomie, quand on parle d'essayer de comprendre notre situation par rapport au cosmos, c'est beaucoup plus loin que ça. Et moi, j'aime bien... j'ai été beaucoup dans cette discussion-là récemment parce que, justement, avec les milliardaires qui envoient des... c'est pas seulement le tourisme spatial, mais ce qui est un gros problème actuellement, c'est les constellations de satellites, c'est-à-dire énormément de tout petits satellites, mais qu'on envoie dans l'espace et qui finalement perturbent les observations astronomiques, on les voit devant les étoiles, enfin et qui ont aussi, moi, je pourrais en parler longtemps, mais ils ont une durée de vie limitée. Quand ils retombent dans l'atmosphère terrestre, ils brûlent, mais ça fait des gaz. Il y a des gens qui ont calculé que ça pouvait attaquer la couche d'ozone, par exemple, du dessus, ou des choses comme ça. Donc là, il y a des choses, c'est l'espace proche, et c'est très, c'est très utile d'un côté, et problématique de l'autre côté, dans la mesure où cet espace, cette colonisation de l'espace proche nous cache l'espace lointain. J'ai envie de dire... Quand on va sur la Station spatiale internationale, par exemple, par rapport à la distance de la première étoile, l'étoile la plus proche de nous, c'est comme monter sur un tabouret pour se rapprocher du Soleil. Donc, ce n'est pas du tout
le même type d'espace. Alors, entre les deux, il y a aller sur les planètes, coloniser la planète Mars. Alors là aussi, il y a deux aspects. Il y a l'aspect qui est d'ailleurs très connu aussi bien à Toulouse qu'à Bordeaux, parce qu'il y a des gens qui ont fait qui ont construit des instruments pour aller sur Mars, pour le robot, le rover Perseverance. Donc ça, c'est la recherche, c'est-à-dire qu'on essaye de mieux comprendre le sol de Mars, d'étudier le sol de Mars et son atmosphère aussi, pour savoir s'il y a eu de la vie sur Mars dans le premier milliard d'années, des choses comme ça. Aller envoyer des êtres humains pour coloniser Mars, comme souhaite Elon Musk par exemple, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Donc voilà, il y a deux aspects. C'est bien que l'un des aspects conduise les gens à s'intéresser à l'espace d'une manière générale, mais c'est bien aussi de faire quand même la part des choses. Oui, en fait, je pense que dans les années 60, effectivement, l'espace, c'était une nouvelle région de conquête. Donc on était dans cette phase où on était dans la phase de conquête de quelque chose d'inconnu. Il y avait aussi la science-fiction qui prenait le relais, donc on voyait qu'on allait conquérir le système solaire, et puis on pouvait extrapoler aux étoiles, aux galaxies, etc. Jusqu'à ce qu'on on revienne les pieds sur Terre, j'ai envie de dire. Maintenant, c'est notre espace immédiat qui est accessible, et l'espace beaucoup plus lointain, ça paraît effectivement hors de portée. Et puis j'ai envie de dire maintenant que on se comporte comme partout, dès qu'on est quelque part, on commence à le polluer. Donc voilà, on a pollué la Terre, après la mer, et puis on pollue aussi l'espace. Et une autre petite remarque, c'est si avec les moyens actuels de propulsion des fusées, on voulait aller sur l'étoile la plus proche de nous, qui est Proxima du Centaure, à 4,4 années-lumière, il faudrait plus de 1000 générations. C'est-à-dire qu'il faudrait imaginer un vaisseau spatial assez important, assez chouette, pour qu'on puisse y vivre toute sa vie, avoir des enfants, qui ont encore des enfants, etc., pour finalement y arriver. Donc c'est ça l'espace lointain. Et ça, c'est l'étoile la plus proche de nous. C'est le voyage stellaire, en fait, ou le voyage, je ne sais pas si on doit dire stellaire, ça c'est dans les films. Interstellaire. Interstellaire, oui. Qui n'est pas assez rapide, c'est ça. Ah ben voilà. Il faudrait aller proche de la vitesse de la lumière. On a quand même une alternative par rapport à des choses qui ont été faites sur des travaux d'Albert Einstein à l'époque, qui ont été vérifiés par rapport à des choses qui sont sur Terre, puisque sur les horloges atomiques des satellites, on vérifie ce genre de choses. Et on a la contraction temporelle. Il paraîtrait que quand on atteint une certaine vitesse, on comprime l'espace et on arrive à plier le temps, et qu'on pourrait voyager sur de grandes distances en une durée plus courte. Alors, je ne sais pas si c'est avéré, parce qu'on n'a jamais fait la vérification, et on ne l'a jamais vérifié. Mais on a effectivement des choses qui nous tendent à dire que ce serait peut-être possible. Il faut faire attention que la vitesse, c'est relatif. C'est la vitesse par rapport à quelque chose. La vitesse, ce n'est pas quelque chose d'absolu en soi. On n'a pas une vitesse, point barre, dans l'absolu. On a une vitesse par rapport à quelque chose. Oui. Et donc, quand on fait des discussions sur la relativité, il y a souvent une ambiguïté par rapport à ça. Ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'ils appellent ça le paradoxe des jumeaux. Oui, mais ça, le paradoxe des jumeaux, c'est parce que le jumeau revient sur Terre. C'est ça, exactement. Il y a une décélération, réaccélération. C'est pas uniquement une question de vitesse. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est des choses un petit peu justement pour la communication scientifique, c'est un petit peu délicat ça, parce que il faut aller un tout petit peu plus loin que l'intuition immédiate. Est-ce qu'on a des certitudes quand on est chercheur en fait dans ces domaines-là? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire ça s'est passé comme ça? Est-ce qu'on a des certitudes? Oui, la science, ça amène des certitudes, et une fois que quelque chose est dans une certitude, c'est plus de la recherche. Donc forcément, la recherche... Mais ça peut être remis en question parfois. Ça peut. Il y a des choses qui peuvent être remises en question. L'histoire de la science, ça a été souvent des remises en question très, très profondes et très contre-intuitives d'ailleurs. L'avènement de la relativité générale par rapport à Newton, on pourrait en parler, c'est vraiment des choses qui sont des bouleversements. L'avènement de la mécanique quantique, c'est aussi des choses très, très, très surprenantes. Mais par contre, de certitude, oui, il en reste. Je dirais, on fait des fondations de plus en plus solides. Il y a des certitudes,
Vous imaginez que dans le passé, les astronomes étudiaient les distances des objets célestes, par exemple la distance de la Lune. La distance de la Lune. Et ensuite, bien, ils ont construit, enfin les ingénieurs ont construit des fusées, des sondes spatiales, des choses qui sont allées sur la Lune et qui continuent à y aller. C'est une certitude. La distance de la Lune, c'était de la théorie au début. Et puis on y va. Donc ça veut dire qu'à peu de choses près, on ne s'est pas trompé. Distance des planètes aussi. Là, je prends quelque chose de très simple, mais ça, c'est des certitudes si on veut qui ne sont pas remises en cause. Dans la compréhension qu'on a de la naissance de la vie dans l'univers. Ça, on n'a aucune certitude. Alors là, c'est-à-dire que comment dire, j'ai envie de dire, il y a deux branches scientifiques, deux thématiques scientifiques. Il y a l'astronomie, astrophysique d'un côté, qui permet de comprendre, comme disait Patrice tout à l'heure, la formation des éléments chimiques qui nous composent. Là, je ne dirais pas de certitude avec un grand C, mais enfin quand même, c'est quand même bien acquis. Ensuite, à partir de ces éléments, la formation de molécules. Et là, des molécules, on sait qu'il y en a dans l'espace, il y en a dans la matière interstellaire, il y en a sur des astéroïdes, on sait. Donc, on monte là. Ce sont des molécules, on arrive à des molécules très riches, très complexes, et qui sont des molécules de base du vivant. Ça, on s'arrête là. Et d'un autre côté, il y a la biologie, et la biologie moléculaire, la biologie qui étudie le vivant, qui étudie les cellules vivantes, qui étudie les molécules qui constituent le vivant, et qui étudie ça de manière de plus en plus précise. Il y a un passage entre les deux. Et ce passage entre les deux, il n'est pas encore comblé. Et est-ce qu'il sera comblé Donc il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a quand même des avancées. Comme disait Alain, il y a des avancées avec on pense qu'on sait des choses, mais il peut toujours arriver qu'on ait une observation qui remette en question. Et ça s'est toujours passé. C'est comme ça que fonctionne la science, et c'est comme ça que c'est intéressant d'ailleurs. C'est intéressant. Si on savait tout, la vie serait plus intéressante. Mais donc il y a des certitudes, mais il y a toujours une avancée avec des remises en cause. Par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure sur la conquête spatiale, j'aimerais rajouter quelque chose. C'est qu'on a fait le premier pas sur la Lune, on a fait beaucoup de progrès depuis le lancement des premiers satellites. On fait le projet d'aller sur Mars, donc je pense que c'est très bien. Mais c'est toujours dans l'objectif de faire des voyages très longs, très loin, parce que pour l'instant, on n'a pas les moyens, et ce ne sera peut-être pas avant plusieurs centaines d'années. Mais je pense que comme Christophe Colomb, qui ne savait pas qu'il allait découvrir les Amériques à l'époque, on est en train de faire ce petit voyage petit à petit qui va nous mener à aller vers d'autres exoplanètes éventuellement, qui seront proches bien sûr, et d'aller vers peut-être la visite de planètes qui abriteront éventuellement des vies, éventuellement végétales, animales ou intelligentes, si on en trouve un jour. Et je crois que le devenir de l'homme, c'est justement d'aller chercher quelque chose et d'aller au-delà de ces limites pour aller à la rencontre de peuples, justement, ou de civilisations qui pourraient éventuellement rentrer en contact avec nous si un jour on en découvre et si elles existent vraiment. Parce qu'il y a toujours une réserve par rapport à ça qu'il faut mettre en avant. Moi qui suis ufologue aussi, je mets beaucoup de réserves. C'est-à-dire que je suis très prudent. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand on étudie ce genre de choses, les ovnis, il faut savoir être très prudent et ne pas faire n'importe quoi parce que on met beaucoup de questionnements et on s'interroge beaucoup. On pense que la vie existe, parce que moi j'en suis certain, l'univers n'est pas si grand pour que la vie n'existe que sur la Terre, j'en suis convaincu, mais on ne sait pas ce qui existe. Si la vie existe et sous quelle forme elle peut exister, ça on ne sait pas. On n'en a aucune preuve, on étudie, on est à la recherche d'exoplanètes, et on découvre petit à petit que des planètes ressemblent à la Terre, il y en aurait énormément dans notre galaxie. Mais on n'a aucune certitude. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Et justement, vous, Patrice, en tant qu'animateur radio, que pensez-vous de cette grande question de l'origine de la vie dans l'univers ? Alors, l'origine de la vie dans l'univers,
on a 2 spécialistes à qui je vais poser les questions tout à l'heure, qui sont en face de moi. De toute façon, pour répondre simplement, c'est que l'origine de la vie, c'est depuis le Big Bang. On a la création des éléments qui ont permis la naissance des étoiles, des planètes, des galaxies, évidemment, puisque tout s'est fait petit à petit durant les milliards d'années qui se sont écoulées. Et on a la planète miracle, la planète Terre, qui accueille la vie par un processus qu'on ne connaît que très mal aujourd'hui, dont on n'a aucune affirmation, mais on a quand même des avancées qui sont faites et on a une idée de comment la vie aurait pu apparaître. Et peut-être qu'effectivement, si on a des acides aminés un peu partout, qui sont dans les comètes éventuellement, on pourrait penser que on ensemencerait d'autres planètes qui auraient les mêmes conditions de l'apparition du vivant que sur la Terre, et peut-être qu'avec un grand miracle, on aurait l'apparition de la vie. C'est ce que je pense. Mais je pense que la vie est partout dans l'univers. Moi, j'en suis convaincu. Et qu'est-ce que vous avez envie de poser comme question à nos invités? Justement, la question que j'aimerais poser à Alain et Sylvie, c'est quels sont les progrès qu'on a faits par rapport à ça, sur la recherche de la vie dans l'univers. On sait, on a des idées de savoir comment elle a pu apparaître éventuellement sur la Terre. Quels sont les progrès qu'on a faits depuis la découverte des exoplanètes? Est-ce qu'on a des moyens de détection, comme SETI par exemple, qui est à l'écoute de bruit, je dirais, dans l'univers? Est-ce qu'on a des moyens qui sont mis en place pour la détection de la vie et la recherche de la vie dans l'univers? Je veux bien répondre. Pour moi, SETI, il s'agit de recevoir des signaux intelligents venant d'ailleurs. Très franchement, j'y crois pas du tout. Je veux dire, la probabilité, mais ça ne veut pas dire... Moi, je pense aussi, mais ça, c'est une question de conviction personnelle, puisque, comme Patrice l'a très bien dit, on ne sait pas. Hein. Mais moi, ma conviction personnelle, c'est qu'il n'y a pas eu la vie sur la Terre sans qu'il y ait aussi la vie ailleurs. Moi, je suis convaincu qu'il y a de la vie ailleurs, mais attention, la vie, ça ne veut pas dire forcément la vie intelligente. Mais ça, c'est encore... c'est autre chose. Mais... de se dire qu'on va recevoir un signal intelligent qui vienne d'une planète quelque part, moi j'y crois pas du tout. Je crois pas du tout à la probabilité. D'ailleurs, on n'a jamais rien vu depuis le temps que SETI existe. J'y crois pas trop. Alors ça c'est l'aspect réception de signal intelligent. Mais il y a des études maintenant qui se font, alors qui sont des études plus pas à pas. Hein, comme une démarche scientifique, habituellement, c'est pas à pas. On commence par quelque chose, on ne va pas tout de suite au but. Hein, qui est de voir est-ce qu'on peut avoir des indices de l'existence de vie sur une planète. Alors déjà, il faut qu'il y ait une planète, et ça, c'est quand même une très grande avancée par rapport aux années précédentes. Enfin, c'est quand même assez récent. On peut dire, oui, il existe des planètes solides, qui sont à la bonne distance de l'étoile pour qu'il y ait dessus de l'eau liquide. C'est ce que les gens appellent planète habitable, mais l'habitable n'est pas un bon terme, enfin je mets des guillemets. Donc ça c'est déjà une avancée. Il existe parce que en fait si on cherche la vie dans l'univers d'une manière scientifique, on va chercher une vie comme la nôtre. C'est pas qu'il n'existe pas de vie autre que la nôtre, mais on ne sait pas comment la chercher. Donc on va chercher quelque chose comme ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, il y a besoin d'eau. Donc oui, il existe des planètes sur lesquelles on pense qu'il peut y avoir de l'eau liquide. Donc la question c'est est-ce qu'on peut aller au-delà de ça et voir si ces planètes-là, s'il peut y avoir de la vie dessus. Alors encore une fois, la vie, ça peut être des bactéries, ça peut être n'importe quel type de vie. Et il y a ce qu'on appelle, mais c'est vraiment le balbutiement, ce qu'on appelle des biosignatures dans l'atmosphère des planètes. Et biosignatures, ça veut dire que si vous avez de la vie quelque part, par exemple si vous comparez l'atmosphère de la Terre avec l'atmosphère de Mars ou de Vénus, dans l'atmosphère de la Terre, vous avez du gaz carbonique, de l'ozone, de la vapeur d'eau et bien d'autres choses encore. Alors que sur Mars ou Vénus, vous avez du gaz carbonique, mais vous n'avez pas d'ozone ni de vapeur d'eau. Donc, c'est un exemple. Donc, l'idée est de chercher une biyosignature dans les atmosphères de planètes, et c'est quelque chose qui
est en balbutiement parce que c'est de la technologie c'est très pointu, très difficile, mais qui commence à se faire. Juste en 2 mots, c'est très, très facile, très compliqué techniquement. Hein. Comme on disait tout à l'heure, c'est tout à fait le cas où c'est très compliqué techniquement, mais facile à comprendre. Si vous avez, parce qu'il faut bien que ce soit clair, on ne l'a pas dit, mais il faut bien que ce soit clair que ces planètes, ces exoplanètes là, qui tournent autour des étoiles, du ciel, là, on ne les voit pas. Sauf exception, on ne les voit pas. Ce qu'on voit, ce qu'on détecte, c'est l'influence de la planète sur l'étoile d'une manière ou d'une autre. Mais les planètes elles-mêmes, on ne les voit pas. Mais si vous avez une planète qui passe devant son étoile, donc on voit le rayonnement de l'étoile qui diminue quand la planète passe devant parce que ça fait de l'ombre. Hein. Et si on peut faire ce qu'on appelle la spectroscopie, c'est-à-dire qu'on étudie le rayonnement qui vient de l'étoile et on fait comme un arc-en-ciel et là on voit des signatures des éléments chimiques qui sont dans l'étoile. Et si au moment où la planète passe devant l'étoile, vous avez un changement de ce spectre stellaire, c'est-à-dire qu'en plus de voir les signatures des éléments chimiques de l'étoile, vous voyez des signatures de molécules. Eh bien, vous êtes sûr que ces molécules, c'est parce qu'il y a une partie du rayonnement de l'étoile qui traverse l'atmosphère de la planète. Et ça, c'est des choses qui sont déjà faites, mais pas pour des planètes de type terrestre. Ça, c'est pas encore possible, mais pour d'autres planètes plus géantes. Et donc, c'est un moyen, dans l'avancée, je vous dis pas à pas, de pouvoir, à terme, détecter s'il y a de la vie sur ces planètes-là ou pas, par l'influence, enfin, c'est pas seulement l'influence de la vie, c'est aussi ce qui est nécessaire dans l'atmosphère pour que la vie puisse exister, ça va ensemble. Hein. Et donc, en particulier, l'ozone. Voilà, donc il y a quelque chose, au point de vue purement scientifique, quelque chose qui avance et qui, encore une fois, pas à pas, et qui n'a rien à voir avec l'essai de détecter des signaux extraterrestres. C'est pas du tout la même chose. Alain Blanchard, sur cette vie dans l'univers. Alors là, je parle en béotien. Hein. Moi, je suis pas du tout dans la recherche autour des problèmes de vie. Sans doute une des grandes parties des choses que je connais, c'est en écoutant Sylvie. J'ai souvent l'occasion d'en parler et de l'entendre. Par contre, oui, pour reprendre ce que disait Sylvie sur les contacts, c'est très difficile parce que on vous a dit il faut 4 ans de propagation du signal lumineux entre nous et la prochaine étoile. Donc ça veut dire aussi qu'au bout de cette distance, le signal est très très faible. Hein. Vous savez, quand on envoie un signal radio, au bout d'un certain temps, il devient plus faible. Et là, il y a un deuxième problème, c'est la temporalité. Notre technologie actuelle, elle est capable de détecter des signaux depuis peut-être 50 ans. SETI, ça doit faire un petit peu moins, et il faut que une civilisation éventuelle ait la même envie d'envoyer des signaux qui soient juste ce qu'il faut. Et si j'espère que ça va continuer pendant des centaines d'années, la civilisation telle qu'on la connaît, mais pour l'instant, elle a plutôt moins de 100 ans. Et alors là, le cosmologiste que je suis, il va vous expliquer que 100 ans, c'est rien dans la vie de l'univers. Hein. L'univers, c'est 10 milliards, 15 milliards d'années. Donc, si vous imaginez qu'il y a eu 100 ans d'émission, et puis que pour une raison quelconque, ça s'arrête, parce qu'on change de technologie, parce que les politiciens trouvent que ça commence à bien faire, c'est des dépenses qui ne servent à rien, on va arrêter ces signaux. Et donc, pour qu'ils soient captés, il faut que ça tombe au même moment que d'autres. Donc, c'est comme si dans une vie, vous criez pendant 1 seconde, et vous espérez que quelqu'un va vous entendre. Et puis si la personne qui est en face, elle a juste 1 seconde pour vous entendre. Donc si c'est pas au même moment, c'est foutu. Ça m'amène à une question. Le temps d'une vie humaine est très court. Hein. Et quand on est astrophysicien, quand on est chercheur, qu'on se pose toutes ces questions, il faut avoir dans l'esprit qu'on n'aura peut-être jamais les réponses. Est-ce qu'il n'y a pas un côté frustrant? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Est-ce qu'on aimerait pas être immortel, vivre plusieurs vies? Enfin, Alors moi, j'ai une réponse, mais alors là, c'est du domaine de la philosophie. Ouais. Mais j'ai une réponse, moi, dont je suis totalement pénétré, disons. C'est que le bonheur n'est pas dans la découverte. Oui, le bonheur est dans la découverte, mais à condition que cette découverte conduise à autre chose, une autre recherche.
Et je vais peut-être vous faire ma petite... ce que je dis habituellement à ce sujet. Je compare à Boris Vian. Je ne sais pas si vous connaissez Boris Vian, donc l'écrivain qui a écrit en particulier un livre qui s'appelle L'Herbe rouge. Et dans L'Herbe rouge, vous avez... En fait, c'est un chien, mais c'est un chien colonel, pensant, enfin, peu importe. Il se trouve que ce chien, il a un désir. Mais vraiment un désir absolument, il veut un wapiti. Et peu importe ce que c'est qu'un wapiti, mais il veut un wapiti. Et alors, pendant toute la durée du livre, ce chien, il veut un wapiti. Puis un jour, il a son wapiti. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit par terre, il se met avec son wapiti, il bave et c'est fini. Eh bien, je trouve ça très, très, très fort. Je pense que si on savait tout et si on arrivait à une connaissance parfaite et si on n'avait pas d'autres questions qui se posent, ce serait la mort. Donc, c'est ça qui serait la mort, je crois. Mais attention, il faut quand même découvrir, parce que si on découvre jamais rien, c'est pas drôle non plus. Mais moi, je crois que le bonheur est dans la recherche. C'est le chemin qui compte, c'est pas le. C'est le chemin qui compte, voilà, c'est une autre façon de le dire. Par rapport à la vie humaine, Vas-y. je voudrais simplement dire, parce que les gens s'en rendent pas compte, que si on considère que si on fait l'image que la durée de vie de la Terre, ça correspond à la dimension du corps humain, l'existence de l'humanité, c'est depuis l'épaisseur de l'ongle. Voilà, c'est une image aussi. Je voulais revenir sur un sujet un peu précis. Vous l'avez vu, Alain et Sylvie sont souvent d'accord et vous avez de nombreux points communs, notamment cette volonté d'allier la science et l'art. Une alliance qui est faite par l'association Les Chemins Buissonniers, dans laquelle vous participez, Alain Blanchard. Et vous, Sylvie Vauclair, j'ai écrit Blanchard, je suis désolé. Vous établissez de nombreux parallèles entre la musique et la cosmologie. Je vais maintenant vous citer. Le son des étoiles, qui nous est impossible d'entendre directement, peuvent être transposés pour être accessibles à nos oreilles. Il faut pour cela les transposer d'au moins 18 octaves. Chaque étoile possède ainsi une fréquence principale et un timbre qui lui est propre, qui dépend des harmoniques excitées. Le musicien-compositeur Claude Samuel Levine a composé une musique originale à partir de ces étoiles. Et vous savez quoi? Dans l'échelle actuelle du diapason moderne, où la note La vibre à 440 Hz, le soleil résonne en sol dièse. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus avec nous? Oui, tout à fait. Alors, il faut dire que ça, c'est une découverte. Pour le soleil, ça fait 50 ans, je crois. Non, 40 ans. Et pour les étoiles, beaucoup moins. Enfin, pour les étoiles, ça fait 25 ans que les astrophysiciens ont découvert que les étoiles ont des vibrations. Mais ces vibrations, c'est parce que, vous savez, les étoiles, d'abord, il faut savoir que les étoiles, ce sont des grosses sphères de gaz qui tiennent toutes seules, des sphères autogravitantes, c'est-à-dire qu'elles tiennent toutes seules sous l'effet de leur propre poids. Hein, c'est le poids qui est à l'intérieur qui empêche ce qui est à l'extérieur de s'en aller. Et elles sont parcourues d'ondes. Hein, c'est du gaz, c'est parcouru d'ondes. Donc il y a en fait plusieurs types d'ondes, mais en particulier des ondes sonores. Et le fait qu'il y ait des ondes sonores à l'intérieur des étoiles, la découverte est relativement récente. Alors, pourquoi il y a des ondes sonores? Je vais essayer de faire court, mais ce n'est pas dans toutes les étoiles. Mais en tout cas, toutes les étoiles qui ressemblent au Soleil, toutes celles qui ont été observées, ont des ondes sonores comme ça. C'est parce que dans les régions extérieures du Soleil, et des étoiles comme le Soleil, il y a de la convection. La convection, c'est des mouvements de matière. Les mouvements de matière, ça fait du bruit. C'est-à-dire que ça crée des ondes sonores. Et ces ondes sonores, elles se propagent à l'intérieur de l'étoile et elles viennent se réfléchir. Donc, il n'y a pas de paroi. Hein, ce n'est pas comme une caisse de résonance d'instruments de musique tout à fait, parce que nos instruments de musique, vous prenez une guitare par exemple, il y a une caisse de résonance avec une paroi. Donc, les étoiles, il n'y a pas de paroi, mais la structure de l'étoile et le fait que la densité décroît très vite vers l'extérieur, ça conduit les ondes sonores à se réfléchir. Une paroi virtuelle, si vous voulez. Donc, en fait, vous avez comme une caisse de résonance, c'est-à-dire que les ondes sonores se réfléchissent à l'extérieur et il y en a qui sont plus amplifiées que d'autres. Donc, il y a des harmoniques qui sont des harmoniques sphériques. Et ce n'est pas des harmoniques comme les harmoniques d'une corde vibrante. Donc, en fait, c'est du son qui se propage à l'intérieur de l'étoile, mais qui n'en sort pas. Hein, donc, c'est pas, quand on parle du son des étoiles, c'est pas on peut pas entendre, ça peut pas sortir. Et ça peut pas sortir parce que c'est le vide à l'extérieur. C'est pas tout à fait le vide, mais presque le vide.
Donc ce son ne peut pas voyager entre les étoiles et nous. Mais le fait que ça se réfléchit dans les régions extérieures des étoiles, ça fait des vibrations, c'est-à-dire que vous avez des régions, enfin une compression-dilatation, donc des régions qui sont plus denses, moins denses, plus denses, moins denses. Ça fait un changement de lumière aussi, qu'on peut détecter de plusieurs manières, et c'est ça qu'on détecte. Hein, donc ce n'est pas un son qu'on entend, mais on le détecte par les vibrations de lumière. Et par ailleurs, c'est les instruments de musique. Tout le monde sait que les petits instruments ils jouent aigus, puis les grands instruments jouent plus grave. Et quand vous savez la dimension d'une étoile, c'est pas étonnant que ça fasse des fréquences comme ça si graves. Voilà, donc ça a donné naissance à une science nouvelle, enfin une discipline à l'intérieur de l'astrophysique qu'on appelle l'astérosismologie. Voilà, ça c'est l'étude de ces vibrations d'étoiles. Depuis que ça a été découvert, il y a beaucoup d'études. Il y a des satellites dans l'espace pour observer ça. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Donc voilà, ça c'est l'aspect scientifique très, très important. Et puis, comme on peut détecter ces vibrations d'étoiles et les harmoniques, on peut s'amuser à faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire on peut le transposer de suffisamment d'octaves pour que ça donne un signal audible à l'oreille et en faire de la musique. Ça, c'est pas l'aspect astrophysique, hein, c'est l'aspect art. Ce qui est intéressant chez Sylvie, c'est que, c'est un compliment d'ailleurs, c'est que non seulement elle les étudie, mais en plus elle les fait danser. Parce qu'en jouant de la musique, justement, elle apporte un côté artistique en même temps, et je trouve que c'est très beau. Mmh. Merci. Une grande question, est-ce que... Mais je voudrais dire quelque chose là, pardon, pour allez-y, juste... allez-y. C'est que c'est intéressant, c'est une relation science et art, mais ce n'est pas par l'art, enfin en tout cas dans cet exemple-là, et c'est fréquent, ce n'est pas par l'art qu'on va comprendre la science. Parce qu'il y a quand même souvent actuellement des gens qui pensent, et même des gens qui font de la diffusion de connaissances scientifiques, qui pensent qu'en transformant quelque chose d'une manière artistique, les gens comprendront mieux. Ça, je ne suis pas d'accord. Je pense que quand on parle science, il faut parler science. Et puis on peut parler art et science. Mais ce n'est pas l'art qui va faire comprendre la science. Il faut faire attention à ne pas avoir de déviation. Là. L'art dialogue avec la science. L'art dialogue avec la science. Et je pense que les artistes et les scientifiques avancent de pair dans l'évolution. Les artistes sont souvent interpellés et intéressés à l'évolution des connaissances scientifiques. Et donc, ils l'utilisent ou ça les inspire. Et puis, il y a aussi dans les arts plastiques de la technologie aussi. Hein. Il y a de la technologie scientifique qui est utilisée par des artistes. Donc, c'est vraiment très proche, très en symbiose. Alain Blanchard, il y a forcément des étudiants qui nous écoutent en ce moment même. S'il y en a qui s'intéressent à l'astrophysique et puis qui veulent peut-être devenir cosmologue ou voilà, quels conseils pourriez-vous leur donner et comment on devient un bon astrophysicien? Je pense que Sylvie sera aussi compétente que moi pour répondre, mais je peux donner déjà mon point de vue. Hein. Le schéma pour devenir astrophysicien, il est dans le système français, il est vraiment très balisé. Il faut passer par un master de physique et ensuite la partie spécialisée de master de recherche en astrophysique. Le deuxième conseil que j'aurais aux étudiants, c'est de leur dire attention, ça c'est vous qui avez une passion. Si vous le faites, c'est parce que ça vous intéresse, faites-le, parce que je pense que vous n'aurez pas souvent l'occasion de faire jusqu'au bout quelque chose qui vous passionne. Mais sachez aussi que les perspectives derrière, d'en faire votre métier, c'est très faible. Et donc, il faut garder en mémoire que ça, on le fait par passion, on essaye de pousser le plus loin possible, mais la probabilité la plus forte, c'est qu'on fera autre chose après. C'est plus facile d'être astrologue, alors. Sûrement. Mais je suis absolument d'accord, comme d'habitude, hein, avec ce que dit Alain. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est quand même que des étudiants qui ont travaillé, qui ont fait une thèse en astrophysique, qui ont même commencé à faire de la recherche avec ce qu'on appelle les bourses postdoctorales après, la plupart du temps, alors c'est très douloureux pour eux s'ils ne peuvent pas continuer. S'ils ne peuvent pas avoir de poste et tout ça, c'est très douloureux pour eux parce que c'est ce qu'ils avaient envie de faire et tout ça.
mais ils trouvent des emplois. Ils trouvent des emplois. Moi, la plupart des étudiants que j'ai connus qui ont dû quitter la recherche, ils ont trouvé quelque chose. Bon, il y en a qui sont au chômage, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, il ne faut pas donner l'impression non plus qu'on fait de l'astrophysique et si après on n'a rien. On a une formation importante. Et faut d'ailleurs dire que quand on fait de l'astrophysique, quelle que soit la thématique, que ce soit théorique, que ce soit observationnel, que ce soit construire des instruments, que ce soit en fait tout, on doit avoir une formation importante, de technique informatique, de logiciels, de tout ça, et bien d'autres choses. On a une formation qui est nécessaire pour la recherche en astrophysique, mais une formation générale qui peut être réutilisée ailleurs, dans des entreprises. Tout à fait. Aux États-Unis, il arrive qu'il y ait des entreprises spécifiques qui veulent quelqu'un qui a une formation en astrophysique. À ce point ? Oui. Ça arrive des annonces de banques ou d'entreprises qui demandent ce profil. Et puis de toute façon, je crois qu'il y a dans l'astrophysique, la cosmologie, à l'astrobiologie, dans tous les métiers qui tournent vers les étoiles, on n'a pas aussi que des métiers qui peuvent aller vers l'observation. On a aussi la possibilité d'écrire des livres. On a la possibilité, pour ceux qui font des masters, de faire maître de conférences, de possibilité d'aller vers la médiatisation et de médiatiser la connaissance. Donc il y a tout un processus qui fait que moi, j'ai jamais fait cette carrière. Je voulais la faire quand j'étais jeune. Et j'ai pas pris cette direction. Je l'apprends maintenant à travers les médias et je vais reprendre des études bientôt à l'Observatoire de Paris en cours par correspondance pour le faire, mais je crois que c'est plus l'envie d'aller vers quelque chose qui a trait à transmettre le savoir aux autres, et je pense que c'est très important. C'est très important parce que c'est vraiment connaître, apprendre notre univers et le transmettre et dire aux autres, voilà, ça fonctionne de cette manière. Et je crois que c'est très intéressant de comprendre ça. On arrive au terme de cette interview, on est pressé par le temps malheureusement, c'était passionnant. En tout cas, un grand merci d'être venu, on a appris plein de choses. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations Patrice, je sais que vous avez un site, Alors, et où est-ce qu'on peut vous retrouver j'ai aussi un site, mais un site qui est... Je ne veux pas créer de frustration. C'est un site qui est plus tourné vers la recherche de rentrées atmosphériques non identifiées, puisque je fais des recherches là-dessus. Mais en tant que candidat sérieux, c'est-à-dire c'est pas n'importe quoi, c'est des recherches sur la météorologie, savoir à quoi on a affaire quand on a un phénomène météo. C'est pas forcément des ovnis, c'est savoir quel est le phénomène et pourquoi on a vu quelque chose dans le ciel. Et puis c'est aussi des émissions radio où j'invite des scientifiques sur différentes nombreuses radios d'Aquitaine pour parler des étoiles, de cosmologie, d'astrobiologie, d'astrophysique. Et c'est un site qui est tourné vers la science et vers les mystères de l'univers, voilà. Et qui s'appelle ovniaquitaine.fr. Et vous Moi, j'ai un site, www.sylvievauclair.fr. Donc là-dedans, on trouve où aller. Alors moi, j'ai pas de site, mais il y a tout simplement une très bonne revue en France qui est Ciel et Espace, et un site aussi, que si vous ne connaissez pas, je pense pour les gens qui s'intéressent à l'astronomie, c'est passionnant. C'est très bien fait. Ben parfait, vous savez quoi faire, auditeurs, si vous êtes intéressés. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.